Merci beaucoup. Qu'est-ce que le Treat to Target? C'est un concept qui a plusieurs objectifs, dont un objectif principal qui est d'éviter la survenue de complications chez nos patients atteints de maladies inflammatoires et d'améliorer leur qualité de vie. Pour ce concept, on a besoin de comprendre que ces patients, il faut les traiter en imaginant une cible prédéfinie. Ça veut dire finalement, on va prendre un chemin et on va se dire avec eux, on veut arriver à cette cible-là. Et la stratégie pour y parvenir, ça va être de bien monitorer nos patients et de les surveiller régulièrement. Donc l'approche Treat to Target, c'est une cible, une surveillance et une modification de notre thérapeutique pour arriver à la cible prédéfinie. Alors c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pathologies chroniques, notamment dans le psoriasis, dans les pathologies rhumatismales, l'hypertension, les dyslipidémies, le diabète, polyarthrite. Je ne détaille pas, mais c'est pour vous dire que ce concept-là, il est déjà utilisé dans d'autres pathologies, pas que en digestif, et c'est une approche qui est reconnue comme étant une approche intéressante. On peut considérer, vous voyez, un chemin. On est avec le patient au début du chemin et on va définir la cible. On va se définir avec lui la cible qu'on veut obtenir. Et on va prendre ce chemin-là et au cours du chemin, on va devoir faire des surveillances régulières pour voir si ce que l'on a défini au départ, on arrive à l'atteindre. Donc il faut considérer comme un voyage, une destination finale et surveiller la carte pour arriver à cette destination finale. C'est ça le Treat to Target. Je voudrais prendre l'exemple de cette patiente que j'ai vue en avril dernier, 29 ans, qui a une rectocolite corticorésistante. Et cette maladie était active, vous voyez sur la photo. Je lui ai proposé, donc on était à S-1 juste avant, elle était corticorésistante, je lui ai proposé un traitement par anti-TNF-alpha, donc le 27 avril, 10 jours après. Je l'ai surveillée et j'aurais fait une rectoscopie à 10 semaines. Avant, elle me signalait une diminution du sang, moins de diarrhée, plus de douleur abdominale. Elle était mieux. Pour autant, vous voyez sur la photo que la rectoscopie n'était franchement pas ce que je m'étais fixé comme objectif. Encore des ulcérations superficielles larges au niveau du rectum. Clairement, c'était insuffisant. J'ai proposé une optimisation de dose de l'anti-TNF et à S24, je l'ai revu donc le 22 novembre, l'aspect muqueux est bien meilleur. Elle me signalait une disparition du sang, une diarrhée simplement épisodique et elle n'avait plus de douleur abdominale. Là, il y a deux messages importants. Vous voyez l'importance de la rectoscopie à la 10e semaine parce que cliniquement, elle n'était pas si mal. Sans la rectoscopie, je n'aurais pas optimisé les doses. Et l'optimisation a été efficace, c'est certain. On peut considérer que cette patiente, elle avait commencé son chemin. Il fallait la surveiller à 10 semaines pour optimiser les doses tout de suite. Si on s'était arrêté aux considérations cliniques au mois de juillet en disant « bon, finalement, elle va bien, tout va mieux, etc. » sans faire de rectoscopie, très probablement, on n'aurait pas optimisé, on n'aurait pas obtenu ce que l'on a obtenu le 22 novembre. C'est ça, le Treat to Target, c'est de surveiller et de se tenir à cette surveillance-là. Alors le but de tout ça, évidemment, c'est un objectif ultime de bloquer la progression de la maladie et l'apparition de lésions digestives. Tout le monde connaît cette diapositive. Le but, c'est d'obtenir ça. C'est que la succession de poussées, on ne les ait plus, pour que finalement l'activité inflammatoire de la maladie se réduise et qu'on n'ait pas les complications de sténose et de chirurgie. Ça passera, vous avez compris, par un contrôle rapproché et une surveillance du patient régulière pour obtenir ce que l'on veut obtenir. Alors, quelle cible on veut obtenir, justement ? Il faut considérer ce que nous dit le patient et nous, ce qu'on veut pour lui. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on est devant un patient, lui, quand vous allez l'interroger, il va dire « ce que je veux, c'est aller mieux ». C'est finalement la coque externe de notre cible. C'est une amélioration des symptômes, c'est une rémission clinique. Il faut lui faire comprendre dès le début qu'on veut mieux pour lui. On veut une amélioration clinique, mais on veut plus loin, on veut être plus stringent, on veut une rémission sans corticoïdes, on veut une cicatrisation muqueuse, on veut une rémission profonde, et au mieux encore, si on pouvait, ça serait changer son histoire naturelle de maladie. Vous voyez, donc on n'a pas les mêmes critères que lui. Lui, il a des considérations purement cliniques. Nous, on lui fait comprendre qu'on va plus loin que lui, mais qu'il faut qu'il comprenne qu'on a besoin de surveiller pour qu'on arrive ensemble à ça. Alors, quelles cibles ? On va essayer de les passer en revue.
Des cibles cliniques, des cibles biologiques, des cibles endoscopiques, histologiques, c'est moins vrai. Clinique, j'invente rien, il y a des critères qui sont sortis, là il n'y a pas longtemps, les critères STRIDE. Dans la rectocolite, il faut considérer ce qui est en rouge, il faut une disparition des rectorragies, une disparition de la diarrhée ou tout au moins prendre en considération le transit intestinal qu'avaient les patients et d'essayer d'avoir une résolution de cette modification du transit. Et ça, on évalue au moins 3 mois après la poussée initiale. Pas évaluer trop tôt, c'est trop tôt. Mais à 3 mois, se dire est-ce que j'ai obtenu cette cible-là clinique avec le patient? Pas de rectorragie, pas de diarrhée. Dans la maladie de Crohn, il faut obtenir aussi dans les 3 mois l'absence de douleur abdominale et de troubles du transit. Mais là, ce qui est important à comprendre, c'est que tout malade est différent. On ne va pas forcément avoir les mêmes cibles pour tous les malades. Ça, c'est l'objectif qu'on veut se fixer. Mais ça dépend de plein de paramètres. Et d'autres personnes se sont dit, effectivement, on ne peut peut-être pas atteindre les cibles, considérant que la maladie n'est pas au même stade. Prenez une maladie précoce, on va avoir comme objectif, effectivement, d'avoir un retour à la normale du transit, une absence complète de symptômes, 1 à 2 selles par jour, vraiment l'état normal. Prenez une maladie qui est plus ancienne, peut-être avec un côlon tubulisé, c'est plus compliqué. On va peut-être avoir pour ce patient un objectif simplement d'amélioration des symptômes inflammatoires. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la cible qu'on se fixe, elle n'est pas forcément la même pour tous les malades. Ça dépend du patient, ça dépend de sa maladie, de l'ancienneté, etc. Biologique. Pourquoi il faut obtenir une cible biologique? Alors, biologique, on va parler de CRP, on va parler de calprotectine. Pourquoi il faut? Parce que l'on sait que si on n'obtient pas cette cible biologique satisfaisante, une normalisation de la CRP, une amélioration de la calprotectine, on fait prendre un risque aux patients de rechute clinique. C'est une ancienne étude, je la passe assez vite, c'est les patients atteints de maladie de Crohn, une 70 à peu près, suivis pendant 1 an, 38 ont rechuté, et si on regarde les critères qui ont fait rechuter, eh ben, c'est des patients qui avaient, qui avaient un bilan biologique toutes les 6 semaines pendant l'année, et ceux qui ont rechuté étaient plus favorablement ceux qui avaient une CRP encore élevée. Donc, le fait d'avoir encore une CRP élevée chez nos patients est un facteur prédictif de rechute. Il faut essayer à tout prix de normaliser cette CRP. Attention, ce n'est pas parce qu'on l'a normalisée ou ce n'est pas parce que les patients ont une CRP basse que forcément tout va bien. Des malades qui étaient actifs, avec une CRP basse, on fait une endoscopie et on s'aperçoit encore que 30% des patients, malgré une CRP, vous voyez qui est basse, avaient encore des lésions significatives. Ça veut dire que la CRP, c'est un examen qui est intéressant. Il faut essayer d'obtenir sa normalité, mais ne pas s'en contenter. Et c'est pour ça que d'autres paramètres biologiques, aujourd'hui, sont plus intéressants que la CRP, notamment la calprotectine. La calprotectine est l'examen aujourd'hui qui permet, encore mieux que la CRP, de discriminer l'état inflammatoire endoscopique des patients. Effectivement, il y a une très bonne corrélation entre des calprotectines élevées et une activité endoscopique importante. Et c'est le meilleur critère parmi les 4 ici pour prédire une maladie de Crohn endoscopiquement active, avec une meilleure sensibilité et spécificité comparativement aux autres critères, notamment la CRP. Donc la calprotectine est un bon examen pour discriminer les malades actifs des malades inactifs sur le plan endoscopique. Si vous arrivez à normaliser ou à faire diminuer cette calprotectine, c'est super. Pourquoi? Parce que des études ont montré que pour des calprotectines basses, eh ben finalement, on arrivait à cicatriser sur le plan endoscopique. 78 patients, une calprotectine, vous voyez, qui était à moins de 250 microgrammes par gramme, était corrélée avec une rémission endoscopique, avec une très bonne sensibilité et une très bonne valeur prédictive négative. Donc ça veut dire, oui, c'est un bon examen. Il faut essayer, si on peut l'avoir, parce que je connais les difficultés qu'on a tous, si on peut l'avoir, c'est un bon examen pour ça. Si on arrive à avoir une calprotectine encore plus basse, à moins de 50, on parle plus de 250, là, une étude a montré qu'on pouvait même peut-être avoir l'espoir d'avoir une cicatrisation histologique. Donc on avait une très bonne une corrélation avec une endoscopie normale, seulement un patient sur 45 qui finalement était actif, ce qui en fait une très bonne valeur prédictive négative. Et vous voyez que sur le plan histologique, plus de 3/4 des patients avaient une cicatrisation histologique aussi. Donc de réussir à avoir une calprotectine très basse, c'est de très bon augure.
Alors c'est important parce que d'autres études ont montré qu'à l'inverse, si la calprotectine est élevée, vous avez un risque de rechute qui est plus important. Je vous passe rapidement la diapositive, comparativement à des calprotectines qui sont basses. Et c'est important aussi de considérer que la calprotectine, et c'est tout l'intérêt de l'examen, va s'élever avant la rechute clinique. Cette étude-là montrait, là c'est le point de la rechute, ici l'étude STORY, tout le monde connaît, c'est une étude où on enlevait l'anti-TNF chez des gens qui étaient en combothérapie, on laissait l'immunosuppresseur classique, on regardait ceux qui rechutaient, et dans cette étude-là, on voyait que dès 6 mois avant, les patients commençaient à réélever leur calprotectine fécale. Donc ça peut prédire même la rechute clinique. Donc le message pour le côté biologique, c'est qu'il faut obtenir une CRP basse mais ne pas s'en contenter, et que obtenir une calprotectine basse est de très bon augure pour nos patients. À quel moment on peut conseiller de faire la calprotectine? Parce que, encore une fois, c'est compliqué, et je le sais. Je pense que, même si c'est compliqué, il y a un moment qui est primordial, c'est à l'arrêt des traitements. Parce que déjà, avant l'arrêt, vous aurez probablement fait une coloscopie pour juger la possibilité de l'arrêter, le traitement. Après, vous allez difficilement pouvoir vendre, entre guillemets, une coloscopie 3 mois ou 6 mois après, une deuxième. En revanche, je crois que c'est important de prendre en considération non pas la rechute clinique à 3 mois ou à 6 mois, mais je crois que c'est important de dire aux patients, on peut arrêter le traitement, mais à l'inverse, d'ici 3 à 6 mois, il faudra faire une calprotectine pour voir comment elle est. Est-ce qu'elle est en train de remonter, etc. Donc je pense qu'il faut essayer, avant même d'arrêter le traitement, d'en discuter avec le patient, expliquer que c'est un très bon examen, ça a un coût, c'est certain, mais cela dit, c'est très important pour lui. Alors ça peut aussi être fait pour contrôler l'efficacité d'un traitement engagé. Vous commencez un traitement, vous dites est-ce que ça marche, hein, mais probablement, je crois que c'est mieux encore de faire une endoscopie. Hein. Donc ça peut permettre d'attendre l'endoscopie. Ça peut aussi vous aider, mais ça c'est plus anecdotique, pour distinguer des troubles fonctionnels d'une poussée de la maladie. Et puis aussi, je pense qu'en post-opératoire, il est de bon augure de toute façon de garder l'endoscopie de contrôle à 6 mois pour savoir si les patients rechutent. Mais après, là encore, vous n'allez pas forcément faire des coloscopies tout le temps. Et dans l'année qui suit cette coloscopie, de faire des calprotectines pour voir que finalement, on est encore en rémission, c'est à mon avis une bonne idée. Aujourd'hui, on peut utiliser des techniques point of care, c'est-à-dire des techniques qui nous permettent d'avoir des calprotectines rapides. En une demi-heure, vous avez le résultat, et qui permet d'adapter assez rapidement le traitement. C'est assez facile à faire. Pour un laboratoire, c'est assez facile à faire. Ça peut se mettre éventuellement en place dans des structures de clinique, etc. Je suis en train de le faire. Je sais qu'il y a d'autres centres près de chez moi qui sont en train de le faire aussi. C'est des choses qui peuvent être discutées, qui peuvent être faites. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut s'envisager. On pourra en discuter. Activité endoscopique. Pourquoi il faut obtenir une cicatrisation endoscopique? J'apprends rien. Dans cette cohorte norvégienne, sur plus de 700 patients, ils avaient traité les patients comme ils voulaient. Ils avaient 1 an pour les traiter comme ils voulaient. Et au bout d'1 an, ils faisaient une coloscopie. Et ils regardaient les gens qui étaient cicatrisés, des gens qui n'étaient pas cicatrisés, indépendamment de tout traitement. Et là, ils se sont rendus compte, à la fois dans la rectocolite et dans la maladie de Crohn, ici, c'est après 1 an de traitement. Le temps zéro, c'est après 1 an de traitement, encore une fois, celui qui voulait. Ils ont distingué 2 populations, des populations qui étaient cicatrisés et ceux qui n'étaient pas cicatrisés, et ils ont regardé la proportion de ces patients qui avaient eu une chirurgie. Et vous voyez que les patients qui avaient pu être cicatrisés avaient un risque de chirurgie moins important que les patients qui n'avaient pas été cicatrisés, à la fois dans la rectocolite, à la fois dans la maladie de Crohn. Donc c'est évident que, ça j'apprends rien, aider à la cicatrisation évite le recours à la chirurgie avec le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire si on revoit les consensus STRIDE sur le plan endoscopique pour la maladie de Crohn? Il est demandé une disparition des ulcérations 6 à 9 mois après un traitement engagé. Ça impose, ou ça fait suggérer, de faire une coloscopie 6 à 9 mois après un traitement engagé pour voir si ce que l'on fait, ça a un intérêt pour le patient. Il faut leur dire aux patients quand même, on vous fait prendre des risques, des anti-TNF, des anti-IL-23, du V2, etc. On leur fait prendre des risques infectieux. On veut bien que vous preniez les risques. D'un autre côté, il faut que vous ayez les bénéfices. On ne peut pas vous faire porter tous les risques sans que vous ayez de bénéfices. Donc je pense que c'est un contrat à avoir avec les patients. Si on met en place des traitements qui sont des traitements forts, derrière, il faut qu'on contrôle que finalement ce que l'on fait, ça a un intérêt pour vous.
Alors, on n'aura pas toujours des images comme ça. C'est un patient que j'avais vu en 2014. Une maladie de Crohn, c'est un patient qui avait une maladie de Crohn depuis 2010, sous Immurel. Il était en poussée sous Immurel. Je le mets sous anti-TNF. Et finalement, il a une cicatrisation complète. Il a une cicatrisation complète de son côlon. C'est magique, si vous voulez. On n'aura pas toujours ça. Alors, il faut considérer, ou on peut considérer, cette étude qui est intéressante, qu'une cicatrisation même partielle permet de diminuer le risque de complications péjoratives. Ça veut dire que cette étude-là a démontré que les patients chez qui vous aviez réussi à cicatriser partiellement la muqueuse avaient un risque de chirurgie au cours du temps à peu près comparable à celui d'une cicatrisation complète et bien inférieur à l'absence de cicatrisation. On ne la cite pas assez, mais c'est une étude qui est quand même assez importante. Parce qu'encore une fois, on n'arrivera pas à avoir des cicatrisations complètes chez nos patients. Prenons l'exemple de cette patiente que j'ai vue en novembre 2017, donc 53 ans, un chronilo-alcoolique depuis 2009, sous métaux depuis 2016. Je vous passe tout ce qu'elle avait eu avant, des anti-TNF, etc. Je l'ai mis sous métaux, et là, elle cicatrise. Vous voyez, c'est plutôt même très bien. J'étais hyper étonné, quoi. J'étais content, sous métaux, d'avoir une cicatrisation comme ça. Cela dit, voilà ce qui lui reste quand même. Dans l'iléon, des érosions ici. Dans le côlon, des ulcérations comme ça aussi. Est-ce qu'on considère que cette patiente, elle est cicatrisée complètement? Non. Est-ce qu'on considère qu'elle est cicatrisée partiellement? Oui. Est-ce qu'on peut s'en contenter? Je pose la question. Personnellement, je m'en contente. On a une cicatrisation de plus de 90% de son côlon et son iléon. Il n'y a plus rien de menaçant. Je ne vais pas augmenter les traitements, sachant que finalement, j'ai obtenu plus de 90% de mon objectif fixé. Elle est sous métaux, elle va très bien. Ça me suffit. En revanche, attention, s'ils sont bien et qu'on a cicatrisé mais qu'ils persistent des ulcérations creusantes, c'est clair, ce n'est pas la même chose. Parce que là, il y a des études qui ont clairement démontré que si vous avez un risque sur le plan structural, avec des ulcérations profondes, ce risque est là, ce risque de chirurgie est important. Donc, ça a été démontré il y a un peu de temps, que les personnes qui avaient des lésions endoscopiques sévères profondes avaient un risque de chirurgie plus important que des gens, que des gens qui n'avaient pas de lésions endoscopiques sévères. Donc des patients encore que j'ai vus ici, avec des ulcérations larges, superficielles, voire même creusantes, même en rémission, même en cicatrisation partielle, il leur reste des ulcérations profondes et creusantes. Je ne m'en contente pas. Le risque de chirurgie au cours du temps est trop élevé. Je ne m'en contente pas. C'est un facteur pour modifier la thérapeutique. On peut accepter des ulcérations superficielles persistantes. On ne peut pas accepter de laisser des ulcérations profondes comme ça au cours du temps. Vous prenez trop de risques. Pour la rectocolite, il est recommandé, 3 à 6 mois après, une disparition des érosions ou des ulcérations et de la friabiliser. Je rappelle rapidement le score de Mayo. 0, c'est normal. 1, c'est une petite friabilité. 2, c'est plus sévère. 3, c'est très sévère. La question qu'on se pose en ce moment, c'est effectivement, Mayo 3, Mayo 2, là c'est trop sévère, il faut modifier le traitement. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, faut-il obtenir une cicatrisation complète dans la rectocolite comparativement à une petite friabilité? Parce qu'effectivement, certaines études ont montré que mieux on faisait, plus l'évolution était satisfaisante. J'apprends rien à personne. Cela dit, est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas si on voit bien, mais il reste un peu d'inflammation ici, chez 2 patients différents que j'ai vus. Là aussi, je m'en suis contenté. Voilà, parce que c'est un Mayo 1, parce qu'on peut s'en contenter. Pourquoi? Parce que finalement, l'objectif qu'on se pose, il peut être effectivement différent d'un patient à l'autre. Évidemment, si c'est bien, mieux, c'est mieux, encore mieux, c'est mieux. Mais à quel prix aussi? C'est-à-dire que si vous avez déjà donné plein de traitements au patient, qu'il a des effets indésirables des traitements, je crois qu'il ne faut pas être juste que boutiste. On a déjà fait bien, il reste un Mayo 1. Personnellement, je ne vais pas plus loin. Je ne sais même pas si en allant plus loin, j'arriverai à un Mayo 0. On pourra en discuter. Vous voyez que ça dépend vraiment de l'histoire du patient, des traitements antérieurement reçus, etc., etc. Donc le message pour l'endoscopie, c'est qu'il faut obtenir une cicatrisation au moins partielle. C'est un objectif à atteindre. Si on peut faire mieux, il faut essayer de faire mieux. Il ne faut surtout pas laisser des lésions menaçantes sur le plan structural. Aucune ulcération profonde. C'est une modification thérapeutique obligatoire. L'activité histologique, j'ai qu'une diapo. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une cible chez nous.
d'obtenir une scission histologique, c'est trop précoce, on n'a pas encore les traitements pour nous permettre d'avoir cette exigence-là. C'est certain que les patients chez qui on arrive à cicatriser sur le plan histologique, ils ont une meilleure évolution, mais je crois qu'honnêtement, on n'en est pas encore là. Rapidement, pour finir, une étude quand même qui a fait phare ces derniers mois, l'étude CALM, c'est une étude justement qui a permis de voir si cette stratégie de surveillance rapprochée, du treat to target, avait un intérêt sur le plan clinique. 2 bras de population, pour faire simple, un bras de management conventionnel, en haut, 122 patients, un bras de treat to target, donc une surveillance tous les 3 mois pendant l'année. Et la possibilité, en fonction de cette surveillance rapprochée, d'escalader sur le plan thérapeutique le traitement anti-TNF, d'augmenter le traitement anti-TNF, voire de rajouter un immunosuppresseur s'il y a besoin. Les critères qui amenaient à changer le traitement, à augmenter le traitement au cours de l'étude, pour les patients qui étaient inclus dans le bras clinique, finalement, c'était que la clinique. Ils allaient moins bien, on augmentait, ils allaient mieux, on n'augmentait pas. Et pour le bras serré, non seulement il y avait le côté clinique, mais il y avait, si une CRP était élevée, à ce moment-là, on ne se posait pas de questions, on augmentait le traitement. S'ils avaient une calpro élevée, on ne se posait pas de questions, on augmentait le traitement, etc. Donc c'était plus stringent, une surveillance plus stringente. 240 patients, 122 dans chaque bras, 180 qui finissent l'étude. Et finalement, l'objectif principal était de voir à 1 an ce qui était le mieux. Et finalement, la rémission endoscopique sans ulcération profonde était mieux dans le bras surveillance rapprochée comparativement au bras standard. Cela dit, non, ça c'est les objectifs secondaires, tout faisait mieux en fait. C'est-à-dire que quand on surveille de façon rapprochée, c'est la barre orange, la surveillance vraiment accrue, ça fait mieux partout en termes de rémission, rémission sans corticoïdes, cicatrisation muqueuse, etc. Ça fait mieux. Cela dit, à quel prix, entre guillemets? Parce que finalement, on se rend compte qu'à la 36e semaine, dans le bras surveillance rapprochée, on avait une modification en termes thérapeutiques importante. Plus on va vers le rouge, plus les gens ont été optimisés et le traitement est plus lourd, on va dire. Et vous voyez que près de 30% des patients avaient à la fois de l'Humira toutes les semaines, plus un immunosuppresseur. Vous voyez que par rapport au bras conventionnel, effectivement, peut-être qu'on faisait moins bien, ils étaient moins, entre guillemets, lourdement traités. Ne me faites pas dire qu'il faut ne pas faire le treat to target pour ne pas surtraiter les gens, mais prendre en considération qu'entre guillemets, ça a un prix pour le patient aussi. C'est-à-dire que c'est une surveillance rapprochée, effectivement, on a un objectif. Cet objectif, aujourd'hui, eh ben, ça passe aussi par, très clairement, plus de médicaments. Voilà. Mais c'est peut-être bien aussi. Peut-être qu'on se rendra compte dans les mois qui viennent que finalement, avec les objectifs qu'on se fixait, les patients ne recevaient pas forcément assez de traitements. Donc c'est tout ça pour dire que derrière ça a une application aussi en termes thérapeutiques. Ma dernière diapo, en conclusion. Donc c'est évident que ça en reste logique. Le principal enjeu des maladies inflammatoires, c'est d'éviter les complications à long terme, en termes d'évolution, de chirurgie, que la surveillance rapprochée a pour but d'arriver à un objectif thérapeutique pour le patient, à définir ensemble avec lui, pour éviter ces complications, et que ça passe par des évaluations cliniques, biologiques, endoscopiques qui doivent être très régulières pour arriver à l'objectif fixé. Merci.